Dans cette vidéo, nous abordons les principes de prise en charge des disjonctions acromioclaviculaires. Le topo a été réalisé par le Dr Huguet sous la direction du Dr Pierre Lavignac. Nous allons d'abord parler de la classification et de la biomécanique de cette articulation, et enfin, nous allons traiter des prises en charge diagnostiques et thérapeutiques. Les disjonctions acromioclaviculaires représentent environ 12 à 50% des traumatismes de l'épaule en fonction des populations étudiées. Elles concernent le plus souvent des sujets jeunes, entre 20 et 30 ans, avec une forte prédominance masculine, environ 5 hommes pour une femme. Les sportifs sont surreprésentés, notamment dans la pratique du rugby et du judo, où elles représentent jusqu'à 50% des traumatismes de l'épaule. Classiquement, l'articulation acromioclaviculaire est décrite comme une diarthrodie, articulant l'extrémité distale de la clavicule à la facette médiale de l'acromion. Un disque fibrocartilagineux s'interpose pour répartir les forces transmises du membre supérieur au squelette axial. Les mobilités décrites sont assez limitées, de l'ordre de 5 à 8 degrés. Les rôles principaux de l'articulation acromioclaviculaire sont de transmettre les forces du squelette appendiculaire au squelette axial, et ainsi de suspendre le membre supérieur au thorax. À cette fin, l'articulation acromioclaviculaire est maintenue par un complexe ligamentaire extrêmement solide. Regroupement des ligaments intrinsèques, que sont le ligament acromioclaviculaire, qui correspondent à des épaississements plus ou moins individualisables de la capsule articulaire, et les ligaments extrinsèques, composés du ligament trapézoïde, le plus médial, et du ligament conoïde, le plus latéral, qui représente donc le complexe ligamentaire coraco-claviculaire. Le mécanisme traumatique est une chute sur le moignon de l'épaule. Le premier ligament à rompre est le ligament acromioclaviculaire qui reçoit toute l'énergie traumatique. La rupture du ligament coraco-claviculaire associé entraîne cliniquement une chute du moignon de l'épaule, le membre supérieur descend, la clavicule elle reste en place et fait saillie au niveau cutané. Il est très important de comprendre les moyens de stabilité ligamentaire de l'articulation acromioclaviculaire. Le premier est le ligament acromioclaviculaire, il est responsable de la stabilité antéro-postérieure de cette articulation. Il existe également un complexe ligamentaire coraco-claviculaire responsable de la stabilité verticale. À ces éléments de stabilité vient s'ajouter la présence de la chape deltotrapézienne. Elle est liée à la stabilité de l'articulation, mais sa contribution exacte n'est pas connue, car non mesurable expérimentalement. On suppose qu'elle serait un stabilisateur dynamique de cette articulation, par conséquent elle est la dernière à être lésée lors des disjonctions acromioclaviculaires. Passons maintenant aux classifications. La première classification des disjonctions acromioclaviculaires nous date de 1963, où l'allemand Hallmann et l'américain Tosi partent des différentes lésions anatomiques pour décrire 3 stades de disjonction acromioclaviculaire. Le premier stade correspond à une entorse du ligament acromioclaviculaire. Il existe une douleur et une tuméfaction en regard de l'articulation acromioclaviculaire. Il n'y a pas d'asymétrie ni de laxité tant antéro-postérieure que supéro-inférieure. Dans le stade 2, il existe une déchirure du ligament acromioclaviculaire. La clavicule reste globalement solidaire de l'omoplate, mais il existe une augmentation de la laxité antéro-postérieure liée à l'atteinte du ligament acromioclaviculaire. Dans le stade 3, il existe une véritable luxation acromioclaviculaire, provoquée par une atteinte complète des ligaments coraco-claviculaires à la fois coronoïdes et trapézoïdes et du ligament acromioclaviculaire. Il existe donc une augmentation de la laxité à la fois antéro-postérieure et supéro-inférieure. Cliniquement, il est important d'examiner le patient en position demi-assise, ce qui permet de mettre en évidence cette chute du membre supérieur par rapport à la clavicule qui fait saillie à la peau. On peut réaliser une réduction de cette disjonction, mettant en évidence le signe de la touche de piano. Sur la base de la biomécanique de l'apparition des lésions ligamentaires, Rockwood en 1983 ont classé les lésions en 6 stades. C'est la classification actuellement universellement utilisée, même si sa validation n'a jamais été réalisée et qu'elle peut ne pas correspondre à toute la réalité des lésions. Cette classification part de la base établie par Hallmann et Tosi en 1963 et va y ajouter 3 nouveaux stades que nous allons voir. Le point commun des stades 4, 5 et 6 est une disjonction irréductible. Elle va entraîner une prise en charge chirurgicale. Dans le type 4, il existe une luxation complète avec déplacement postérieur de l'extrémité distale de la clavicule, dans ou à travers le muscle trapèze. Cette incarcération est responsable de l'irréductibilité de cette luxation.
Une réduction avec désincarcération du fragment osseux est donc nécessaire pour permettre une cicatrisation ligamentaire. Dans le type 5, il existe une augmentation de la distance coraco-claviculaire de 100 à 300% de la valeur normale, avec lésion du fascia deltotrapézien. Elle tient donc compte de l'importance de l'incarcération et par conséquent de la difficulté de la réduction et aussi du degré d'instabilité future de la disjonction acromio-claviculaire. Le type 6 correspond à une disjonction un peu particulière. En effet, le mécanisme traumatique est une chute avec le membre supérieur en extension. Le membre supérieur se retrouve ascensionné par rapport à la clavicule qui, elle, prend une position subcoracoïde. Nous avons vu toute l'importance du diagnostic clinique des disjonctions acromio-claviculaires. Néanmoins, un bilan radiologique est indispensable pour plusieurs raisons. En effet, il est indispensable de dépister des lésions osseuses à la fois humérales et claviculaires. De plus, le bilan radiologique permet d'apprécier le déplacement vertical grâce aux incidences radiologiques de Zanca, qui est l'incidence de référence. Ce test peut être sensibilisé par le port de poids par le patient. Parlons maintenant de la prise en charge thérapeutique des disjonctions acromio-claviculaires en se basant sur la classification de Rockwood. Dans le stade 1 et 2, pour lequel l'instabilité se limite à une atteinte des ligaments acromio-claviculaires et du ménisque acromio-claviculaire, la majorité des auteurs s'accordent sur le recours à un traitement conservateur pendant 1 à 3 semaines. Celui-ci donne de bons résultats à long terme, malgré la persistance de quelques symptômes intermittents chez un patient sur 2. Il existe actuellement plus d'une trentaine d'appareillages différents. Le but est d'éviter la chute du bras sous l'effet de la pesanteur, ce que permet de réaliser par exemple la telle de Kenny Howard. Il est important de suivre le patient pendant 6 semaines à 3 mois afin de dépister une possible instabilité acromio-claviculaire. Dans cette situation, il est légitime de se poser la question d'une prise en charge chirurgicale pour restabiliser l'articulation. Les indications du traitement dans les stades 3 avec atteinte des ligaments coraco-claviculaires sont, elles, beaucoup plus discutées. De façon à peu près consensuelle chez les patients âgés et sédentaires, le traitement conservateur permet de récupérer une épaule indolente et fonctionnelle, mais dans certains cas affaiblie et surtout déformée. La scapula commence à basculer en avant, en dedans et en bas, avec un aspect légèrement disgracieux de la chute de l'épaule. Aujourd'hui, il semble assez consensuel qu'il faut se baser sur 2 choses pour choisir entre une prise en charge conservative et chirurgicale. Le premier est la demande fonctionnelle du patient, et la deuxième est l'instabilité présente et subjective chez le patient. Dans les stades 4, 5, 6, une prise en charge chirurgicale est indispensable. Elle permet de désincarcérer la clavicule de la charpe deltotrapézienne, ainsi de réduire la disjonction et de permettre la cicatrisation ligamentaire. En phase aiguë, c'est-à-dire moins de 10 jours, différents gestes sont envisagés pour stabiliser l'articulation acromio-claviculaire. Comme nous l'avons dit, il n'existe pas de consensus ni de traitement qui a montré sa supériorité. On peut noter une mode actuelle à la prise en charge par arthroscopie qui semble limiter l'exposition aux complications cicatricielles et infectieuses. La stabilité de la suture méniscale est apportée par un moyen de stabilisation tel qu'une plaque crochet qui a l'avantage d'être très rigide et d'apporter une bonne protection à la plastie, mais est mal tolérée par le patient et nécessite son ablation précoce. Par exemple, on peut ici parler d'une technique arthroscopique avec utilisation de l'endobouton entre le processus coracoïde et la clavicule qui permet donc de stabiliser l'articulation. On notera également la technique de Weaver-Dunn avec utilisation du ligament acromio-coracoïde sur le moignon claviculaire. Associé à une suture du ligament coraco-claviculaire, il permet donc une suture des éléments de stabilité et une stabilisation de l'articulation. Ici enfin, nous pouvons voir l'utilisation d'un moyen de stabilité, la plaque crochet, associée à un moyen de suture des éléments de stabilité ligamentaire, une simple suture des ligaments coraco-claviculaires et acromio-claviculaires. Pour résumer la prise en charge en aigu, donc moins de 10 jours, il s'agit avant tout de stabiliser l'articulation acromio-claviculaire. On tend à privilégier aujourd'hui les voies arthroscopiques pour des raisons esthétiques et infectieuses. Pour prendre en charge les disjonctions acromio-claviculaires chroniques avec instabilité, il faut utiliser des ligamentoplasties qui sont de plusieurs types.
En coraco-claviculaire, il peut se faire par une suture directe des ligaments coraco-claviculaires, de réalisation difficile, ou par autogreffe tendineuse, avec utilisation de la patte doigt, du fascialata, ou encore à l'aide de ligaments artificiels. Enfin, un peu à part, la stabilisation active décrite par Dewar et Barrington consiste à transposer le processus coracoïde avec le tendon conjoint sur la face inférieure et antérieure de la clavicule. À ces gestes peut être associée une résection du quart distal de la clavicule qui permet de faciliter la réduction de la clavicule et ainsi la stabilisation de l'articulation acromioclaviculaire. Pour conclure, il est capital de comprendre et de retenir la classification de Rockwood qui nous permet dans un premier temps de comprendre la clinique de disjonction acromioclaviculaire et surtout de comprendre la prise en charge thérapeutique. Ensuite, il est capital de comprendre nos deux ligaments, le ligament acromioclaviculaire responsable de la stabilité antéro-postérieure et le ligament coracoclaviculaire responsable de la stabilité verticale de l'articulation. Enfin, il est très important de comprendre qu'il existe trois types de traitements. Un traitement conservateur dans les types 1 et 2 de Rockwood, un traitement avec prise en charge chirurgicale précoce et une prise en charge chirurgicale tardive sur les instabilités avec des gestes de ligamentoplastie. Pour aller plus loin, nous vous recommandons la lecture de 3 articles. L'article réalisé par l'équipe de Frank pour le Journal d'Académie américaine d'orthopédie, qui aborde la question des disjonctions acromioclaviculaires avec les principes de l'evidence-based medicine. L'article écrit par la Société orthopédique canadienne, qui compare le traitement chirurgical versus non chirurgical des TAC Rockwood 3, 4 et 5, et qui montre une absence de bénéfice clinique au traitement chirurgical. Et enfin, l'article rapporté par la SFA sous l'égide du professeur Claver, qui rapporte les résultats du traitement aigu arthroscopique des disjonctions acromioclaviculaires et qui montre des complications à hauteur de 22% et une persistance des subluxations dans 60% des cas. Merci d'avoir vu cette vidéo. Vous pouvez continuer de suivre les actualités scientifiques de notre département en vous abonnant à notre chaîne YouTube Ortho Livestream. Merci et à bientôt.